Dernière vidéo sur cette partie du cours, donc sur les effets négatifs du progrès technique, en particulier l'effet sur le creusement des inégalités économiques. On a vu le rôle, l'impact différencié du progrès technique sur différentes catégories de travailleurs, l'impact différencié, oui, variable du progrès technique sur les entreprises, qui accroissent du coup les inégalités économiques. Et le dernier point, c'est l'impact du progrès technique euh, sur les inégalités par le canal, on va dire, de la répartition des gains de productivité. En fait, qu'il y ait du progrès technique, ça peut augmenter les inégalités dans la mesure où ce progrès technique va donner lieu à des gains de productivité qui ne sont pas, on va dire, équitablement répartis au sein des gens qui ont contribué à faire apparaître la richesse, qui sont, comment dire, de manière simplifiée, hein, c'est les travailleurs d'un côté et de l'autre les actionnaires ou les propriétaires de l'entreprise. Donc les gains de productivité peuvent se répartir de manière variable entre ces deux catégories de contributeurs à la richesse créée. Ok. Donc on y va sur cette idée. Donc le progrès technique peut être source d'inégalités éco lorsque, alors GDP, hein, c'est gain de productivité, hein, pour que ça prenne un peu moins de place, lorsque les gains de productivité sont mal répartis. Ok. Donc ça, c'est l'idée de départ qu'on va expliciter. En effet, lorsqu'il y a du progrès technique, il y a également des gains de productivité pour les entreprises. Ça, on l'a vu en long en large au début du chapitre. Qui dit innovation, dit progrès technique, dit gain de productivité. Ça veut dire qu'on produit plus avec des quantités de facteurs de production globalement stables. En particulier, on produit plus avec la même quantité de travailleurs. Et si on produit plus, on vend plus, et donc ça fait que le coût unitaire de production diminue à mesure qu'on a des gains de productivité. Je vous renvoie à la partie du cours sur la productivité, si jamais vous avez des doutes. Ces gains de productivité peuvent notamment, et ça c'est du rappel, hein, notamment servir à augmenter la marge bénéficiaire unitaire des entreprises. Vous vous rappelez, si on a des gains de productivité, on a des coûts de production unitaires qui baissent, donc chaque unité vendue coûte en moyenne moins cher à produire. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est la vendre toujours au même prix, mais comme on fait des coûts plus bas, comme on a un coût unitaire plus faible, la marge d'argent qu'on va se mettre dans la poche est plus grande pour chaque unité vendue. Donc, on est sur ce cas-là. On ne baisse pas les prix, mais on cherche à augmenter la marge bénéficiaire unitaire. Donc, si on arrive à ça, l'entreprise gagne plus d'argent sur chaque unité vendue. Donc, cette hausse de la marge bénéficiaire peut servir à augmenter les salaires, d'accord? Ou alors augmenter les profits perçus par l'entreprise. Mais par contre, ce qui peut arriver, c'est que les entreprises, c'est elles qui décident comment on répartit les gains de productivité, hein. Donc si les entreprises décident de jamais, ou alors très rarement, faire profiter les salariés de ces gains de productivité, alors l'argent gagné en plus, c'est seulement les dividendes qui vont augmenter. C'est seulement les actionnaires qui vont bénéficier de ces gains de productivité, car ils vont pouvoir se mettre dans la poche des dividendes plus gros. D'accord? Donc ces dividendes augmentent grâce au progrès technique, mais les salaires, eux, ne bougent pas. C'est l'entreprise qui décide si on va répercuter cette hausse des bénéfices, on va dire, sur les salaires, sur les dividendes, euh, ou sur que sur les dividendes et pas sur les salariés. D'accord? Donc c'est un choix des entreprises, ce partage. Les actionnaires gagnent de plus en plus, tandis que les salariés voient leur rémunération stagner, ce qui accroît les inégalités de revenus. Encore une fois, vous voyez bien, l'amplitude des rémunérations augmente. Les salariés, eux, ils ne bougent pas en termes de rémunération, mais les propriétaires des entreprises, eux, ils touchent d'importants dividendes, donc ils gagnent plus d'argent. Donc ça augmente l'écart entre ces deux types de revenus, et donc ça veut dire que ça augmente les inégalités économiques. Alors essayons d'illustrer cette idée. D'accord? Donc là, c'est vraiment la partie théorique. D'ailleurs, au passage, je me suis focalisé sur le fait qu'on baissait pas les prix, mais qu'on maintenait on voulait augmenter la marge bénéficiaire. Bon, notre raisonnement marcherait également si on décidait de baisser les prix. Parce que si on baisse le prix de vente, mais qu'on vend plus, bah on fait plus de bénéfices à la fin. La question c'est qu'est-ce qu'on fait de ce bénéfice supplémentaire? On peut aussi le redonner aux salariés sous forme de salaire, ou au contraire augmenter les dividendes des actionnaires. D'accord? Bon.
Mais après, ça fait beaucoup d'idées qui se mélangent, c'est pas, ça peut être un peu difficile, mais sachez que ça marche quand même, quoi. L'idée, c'est que les gains de productivité, ça augmente les profits de l'entreprise, ça augmente ses bénéfices, et après, il faut décider qui c'est qui va en profiter, en fait, de cette augmentation des bénéfices. Donc, il y a donc des exemples de ça. On va comparer deux périodes historiques. Donc, je vous fais voir juste rapidement le graphique qu'on va revoir après, hein, mais vous voyez, il y aura deux périodes, une période qui correspond aux Trente Glorieuses et une période ultérieure. D'accord? On va raconter un peu ce qui se passe et en quoi ça a un rapport avec notre sujet. Donc, par exemple, la période des Trente Glorieuses est marquée par une redistribution équitable des gains de productivité. Alors, équitable, vous voyez, c'est normatif. On ne sait pas exactement ce qui est équitable, mais on imagine que c'est un partage à peu près honnête entre la hausse des salaires et la hausse des dividendes. D'accord? On va dire que c'est équitable. Bon, ça passe. Donc une redistribution équitable des gains de productivité entre les salariés et les actionnaires. Comme on peut le voir Doc 22, les salaires réels suivent l'évolution de la productivité. Quand il y a des gains de productivité, alors les salaires augmentent. Donc, je vous refais voir le document. Vous voyez bien en rouge ici, c'est l'évolution des salaires réels. Rappelez-vous, les salaires réels, c'est ce qu'on peut vraiment s'offrir avec, en termes de quantité, de biens et de services, avec ce qu'on gagne. Et là, on a l'évolution de la productivité. Et c'est l'évolution voilà, de la productivité, notamment du travail, il me semble. On voit bien qu'ils se suivent, quoi. Donc dès qu'il y a une augmentation de la productivité, tout de suite, les salaires augmentent. Ça veut dire qu'on répartit, on fait profiter les salariés de la hausse de la productivité. Voilà, on les récompense par plus de salaire parce qu'ils sont plus productifs. Ça va. Ça, c'est donc toute la période des 30 Glorieuses. Et ça dure jusqu'au milieu des années 1970. Mais justement, à partir du milieu des années 70, je suis ici, hein, il y a une déconnexion entre l'évolution euh, de la productivité et celle des salaires. Donc une déconnexion, ça veut dire que les deux courbes, au lieu de se suivre, elles prennent des directions différentes. Elles vont s'écarter. La productivité augmente plus vite que les salaires réels. Les gains de productivité sont donc très peu partagés avec les travailleurs. Je vous refais voir le graphique. Donc vous voyez bien la déconnexion, hein, les deux courbes se séparent pour suivre. Alors, le salaire réel, lui, il a tendance un peu à baisser, bon, il stagne, en gros, alors que la productivité augmente en flèche, vous avez vu, hein. Hop, ah, ça c'est la crise de 2009, tac, baisse de productivité. Et ça repart. Donc là, clairement, il n'y a plus de rapport entre la hausse des salaires réels et la hausse de la productivité. Qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement? Ça veut dire que les salariés sont de plus en plus productifs, ils rapportent de plus en plus d'argent à l'entreprise, mais on leur fait pas profiter. On leur en fait pas profiter. Leur salaire réel stagne, voire augmente très très légèrement. Donc s'il y a plus d'argent de générer, bah, c'est que quelqu'un d'autre l'empoche cet argent. Ça veut tout simplement dire que c'est les actionnaires qui s'accaparent le plus des fruits des gains de productivité. Ils ont des dividendes de plus en plus importants. Ok? Donc ça, c'est la période postérieure au milieu des années 70, où on voit que finalement les entreprises ne répartissent plus équitablement les gains de productivité entre travailleurs et actionnaires. Ils donnent tout aux actionnaires. Voilà, si on vraiment voulait exagérer un petit peu, on dirait ça. On dirait ils donnent tout aux actionnaires, c'est les actionnaires qui profitent, alors que les salariés, eux, ils travaillent, mais ils ne sont pas vraiment récompensés. Alors même qu'ils sont plus productifs. Alors, une petite remarque au passage, donc ça, tout ça, vous l'avez noté, sur le pourquoi. Comment ça se fait que tout d'un coup, au milieu des années 70, les entreprises arrêtent de faire profiter les travailleurs? Est-ce qu'elles sont devenues méchantes alors qu'avant elles étaient gentilles? Bon, évidemment, cette histoire, c'est pas une question d'être gentil ou pas. Comme vous vous rappelez, on a parlé un peu du partage de la valeur ajoutée et on a dit que c'était le fruit d'un rapport de force entre travailleurs et gestionnaires de l'entreprise. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, à partir du milieu des années 70, le rapport de force s'est inversé. Au début, les salariés avaient plus ou moins du pouvoir et pouvaient demander des hausses de salaire. Et c'est à partir des années, fin des années 70, début des années 80, que les entreprises désormais ont plus de pouvoir pour imposer aux salariés de ne pas avoir d'augmentation de leur rémunération
et pouvoir au contraire plutôt rémunérer rémunérer davantage les actionnaires. Alors, c'est ce que je raconte ici. Cette modification du partage s'explique notamment par la perte d'importance des syndicats de travailleurs dans les négociations salariales. Ça veut dire qu'avant, hein, on le dira après, hein, les syndicats salariés étaient très présents. Ils savaient, enfin, ils avaient la capacité de déclencher des grèves très importantes, très suivies, et donc d'obtenir par la force, hein, par le rapport de force, des hausses de salaire pour les travailleurs. Tout ceci était sur fond d'importance du Parti communiste. Le Parti communiste avait beaucoup plus d'adhérents que maintenant, et c'est un parti qui se chargeait de faire valoir les intérêts des salariés peu qualifiés dans les médias. Ok, donc le Parti communiste dans les Trente Glorieuses est très très présent et très écouté, a un pouvoir assez important. Et enfin, dans les Trente Glorieuses, il y a aussi, enfin, après les Trente Glorieuses, il y a aussi une montée du chômage qui dissuade les gens de demander des hausses de salaire. Donc voilà, quand vous avez un emploi et qu'à côté il y a beaucoup de chômeurs, eh bien, vous vous faites tout petit. Vous n'avez pas envie de faire le malin, à demander des hausses de salaire, à essayer de casser les pieds aux employeurs, parce que vous avez tout simplement peur de tomber au chômage et de ne pas retrouver de travail. Donc ça vous calme un peu de savoir qu'il y a beaucoup de chômage, donc vous ne demandez pas de hausse de salaire. Vous restez avec un salaire qui stagne sans trop vous plaindre, parce que vous dites que ça pourrait être pire. D'accord? Donc ça décourage les grèves et ça décourage toute revendication salariale qui a un fort chômage. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais ça veut donc dire que le chômage, c'est un avantage pour les entreprises. D'accord? Euh, et enfin, voilà, donc durant les Trente Glorieuses, c'est le contraire, hein. Des syndicats de salariés très importants, un parti communiste important, alors qu'aujourd'hui il est assez moribond, hein, on n'en parle plus trop. Et aussi à l'époque des Trente Glorieuses, une absence de chômage, c'est-à-dire de plein emploi. Comme les entreprises, il n'y a pas assez de travailleurs pour tout le monde, eh bien les travailleurs peuvent se permettre de réclamer des hausses de salaire parce que voilà, les entreprises, comme elles ont besoin de bras pour faire tourner les machines, eh bien, elles sont bien obligées de payer. Voilà. Aujourd'hui, comme il y a trop de travailleurs, au contraire, bah, elles peuvent se permettre de faire baisser les salaires ou de ne pas les augmenter parce qu'au pire, bah, les gens qui sont mécontents, il y a pire qui les attend à la sortie s'ils tombent au chômage. Voilà, donc on a terminé sur ce point, sur le rôle. Donc, revoilà le graphique que vous pouvez regarder. Donc, alors ça, c'est un graphique américain, d'accord? Mais on pourrait avoir un graphique semblable sur l'évolution des salaires réels et de la productivité en France, hein, d'accord? Donc, ce que je dis pour la France, c'est valable aussi pour d'autres pays développés, hein. Il y a vraiment une coupure nette à partir du milieu des années 70. Donc, je disais, on a terminé sur le rôle négatif du progrès technique sur les inégalités économiques. Et on commencera demain le deuxième défi de la croissance, à savoir le fait qu'il y a des considérations environnementales qui bornent la croissance économique et qu'il va falloir essayer de surmonter. Comment faire en sorte que la croissance s'adapte au fait qu'il y a des ressources naturelles qui sont épuisables et qu'il y a de la pollution. Voilà. Donc on verra ça demain. À demain.